Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, accuse le Bénin d'abriter deux bases militaires, l'une à Kandi et l'autre dans les environs de Porga, une déclaration qui anime les forats de discussion et suscite moult réactions au sein de l'opinion nationale et internationale. On en parle ce samedi sur Info Hebdo, cette émission qui est consacrée au décryptage des actualités politique de la semaine sur ESAE TV. Ce dimanche, je suis avec Jules Léandre Kitty, analyste chroniqueur politique. Il sera face à Paul-Marie Roussou, analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour à vous, Paul-Marie Roussou. Bonjour, Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à vous également, Jules Léandre Kitty. Bonjour, Kader. Merci d'être là ce matin. Alors, Julien Kitty, dites-nous, d'entrée de jeu, lorsque vous avez pris connaissance de cette déclaration, quel était l'état d'esprit? Non, dès que j'ai appris ça d'abord, je me suis dit non, c'est pas vrai. J'ai demandé à voir le document, j'ai pu l'avoir même en vidéo, j'ai compris que... Et après, je me suis permis, ça a surpris celui qui m'en parlait, de demander à ce qu'un ami qui est spécialiste dans les questions techniques et de la digital, de bien checker ça et de me dire que ce n'est pas un montage. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec l'intelligence artificielle, on peut même vous attribuer parfaitement une voix qui fait votre voix, votre image, manipuler votre image n'importe comment. Mais quand j'ai eu toutes les preuves que ça a été dit, je me suis dit, alors là, il y a un problème. Il y a un problème réel parce que autant le capitaine Ibrahim Traoré a le droit, en tant que citoyen burkinabé, en tant que président burkinabé, de dire ce qu'il est, en tant que membre de l'AES, de dire ce qu'il pense de ce qui concerne la survie de sa nation, parce que c'est dans cet élan-là qu'il a parlé. Donc son pays est en danger, et il faut qu'il désigne, étant presque en guerre, en griffe, il faut qu'il désigne qui sont ses bourreaux, qui sont ses ennemis. Mais le timing dans lequel ça intervient, je me dis, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Dans un contexte où... Parce que nous sommes dans un contexte où, bon voilà, déjà à la veille du sommet CEDEAO, c'est premier sommet AES, plein droit, et ils ont fait des déclarations qui, pour moi, si j'étais parmi ceux qui conseillaient le capitaine Ibrahim Traoré, les chantiers sur lesquels on les attend aujourd'hui, c'est l'après-premier sommet, la AES, qu'est-ce que ça devient? C'est plus élégant que de... Et puis, pour le militaire qu'il est, dans un contexte où il ne manque pas quand même d'être informé que entre Niamey et Cotonou, il y a des efforts qui se font pour que il y ait le dégel. Et je pense que s'il ne considère pas Patrice Talon comme son frère, son grand frère ou son compatriote africain, tout au moins, il considère Abdourahmane Tiani comme son allié de l'AES. Il est informé quand même que le même Abdourahmane Tiani a donné son accord pour qu'il y ait un peu comme un groupe de travail pour faciliter, faciliter les discussions, pour envisager la possibilité de revenir à de meilleurs sentiments, à une bonne collaboration entre le Niger et le Bénin. Et quand je me rappelle que dans les moments difficiles des rapports entre la CEDEAO et ces pays-là, notamment le Mali et le Burkina, il n'y avait pas encore donc le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Mais Patrice Talon, le président béninois, a eu quand même le bon élan de le rencontrer, je crois. Ça a montré que facilement ils peuvent se parler. Mais depuis qu'on n'a pas eu Ibrahim Traoré indexé, le président béninois et le Bénin comme ça, comme étant à la base de ces problèmes, est-ce qu'on n'est pas dans le trop plein de discours anti-impérialistes? Est-ce que on n'ouvre pas un autre front pour plomber les négociations entre le Niger et le Bénin? Quel intérêt le Burkina a aller contre ça? Parce que sa déclaration, puisque les trois pays qui composent l'AES ont dit, on touche à un seul, on a touché aux trois. Alors, donc, on peut supposer, pas par la limite des formes, que s'il y a un qui s'inscrit dans la démarche de décrispation,
Les autres sont tout au moins dans la passivité bienveillante qu'ils vont lui offrir. Ils fait. peuvent le conseiller pour dire sois prudent, fais ci, fais ça, mais pas venir jeter de l'huile sur le feu. Et c'est pour faire des déclarations qui sont difficiles à vérifier. Vous voyez, tout le monde parle de base militaire. Certains parlent de camp. Kémy Séba en a parlé dans ce pays quand il a dit base militaire. Après, il est revenu pour dire non, il n'a pas parlé de base militaire. Il s'agit de légionnaires. Donc, vraiment, pour le président du Faso qu'il est, et pour les rapports de militaire qu'il est, je pense qu'il pouvait se passer de cette déclaration-là. Alors, Paul Marussou, est-ce que pour vous, cette déclaration attise le feu? Non, pas du tout. Je prends le contre-pied de... Elle n'entrave pas ce qui se passe entre le Bénin et le Niger actuellement. C'est vrai que les frontières de l'AES aujourd'hui vont du Niger jusqu'au Burkina Faso. C'est vrai, mais chacun a individuellement ses problèmes. On a frontière avec deux d'entre eux. Oui, bien sûr, sur ces choses-là. Mais ça n'entrave pas les négociations. Ça confirme plutôt quelque chose. Qu'est-ce que ça confirme? Ça confirme que l'information n'est pas jetée en l'air, que le Niger ne parlait pas en l'air, que, comment on l'appelle, les présidents Soglo et Talon ont dû, enfin Soglo et Yaïboni, excusez-moi, ont dû avoir accès à des informations de haut niveau et que ils n'ont pas communiqué là-dessus. Et ça c'est normal parce que ils sont dans la négociation, donc on peut pas communiquer là-dessus. Et ça confirme finalement ce que disaient les Nigériens depuis le départ. Depuis le départ. Imaginez, il n'a pas parlé que du Bénin. Hein. C'est quand, comment on l'appelle, Ibrahim Traoré a pris la parole, il n'a pas parlé que du Bénin. Il a dit, il y a des camps, autant en Côte d'Ivoire qu'au Bénin, contre notre pays. Et n'oubliez pas que le discours qu'il faisait aussi, c'est un discours, presque un discours programme qu'il faisait. Donc pour moi, le fautif, ce n'est ni le Bénin, ni le Burkina Faso. Le fautif, c'est qui? Le fautif, c'est ce que vous appelez, Julien, ici, je vais encore réitérer l'expression, hein, ce machin que vous appelez CEDEAO. Le fautif, c'est d'abord ce machin-là. Comment? Expliquez-vous. Vous savez, la crise est partie de membres de la CEDEAO. Je ne sais pas si je me trompe. Ce sont des membres de la CEDEAO. Ils étaient des membres de la CEDEAO jusqu'à ce que les autres pays, c'est-à-dire Niger, Burkina Faso et Mali, ne disent qu'il faut créer maintenant l'AES. La crise dont on parle, c'est la crise liée aux questions de terrorisme. Et vous savez, la question de terrorisme a éclaté depuis que la Libye connaît les difficultés qu'elle connaît en raison de l'assassinat de Mohamed Kadhafi. La CEDEAO se préoccupait-elle de ses frontières réellement? Et si elle se préoccupait de ses frontières, je crois qu'elle devrait attaquer de front la question des djihadistes depuis. Donc vous estimez que la CEDEAO n'a pas pris, comme cela se devait, la question du terrorisme? Elle ne s'est même jamais intéressée à ça. Ce qui la préoccupe, c'est vous avez fait coup d'État, maintenant faites élection, c'est ça qui la préoccupe. Jamais. Vous avez vu, d'ailleurs, les Maliens l'ont dit. Nous avons eu des promesses de la CEDEAO de nous soutenir dans la lutte. Jusqu'à ce jour, on a reçu rien, aucun soutien. La CEDEAO, la question du djihadisme n'a pas commencé par ces pays-là, n'est-ce pas? Ça a commencé par le Nigeria. Et voilà le second fautif. Le second fautif, c'est maintenant le Nigeria. Ok? Ça a commencé par le Nigeria, avec Boko Haram. Est-ce que la CEDEAO, en tant qu'institution, a développé un plan stratégique pour mettre fin à ça, à l'intérieur du Nigeria, en se disant que, cette histoire, si ça déborde le Nigeria, ça va affecter tous les autres. Les autres pays frontaliers. La CEDEAO n'a jamais fait ça. Donc,
Quand vous laissez maintenant la CEDEAO, le premier fautif pour moi, puisque nous disons, tout le monde dit CEDEAO, et puis bon, vous savez, les vilains dans cette histoire, c'est l'AES, c'est ça, non? Non, l'AES. L'Alliance des États du Sahel, oui. C'est ça, les vilains. L'AES. Et c'est ça, les vilains. Et les héros, dans ce cas, c'est la CEDEAO, tout ce qui est CEDEAO. C'est ce que, les discours que j'entends de ceux qui soutiennent, enfin, les pays qui sont encore dans la CEDEAO là, disent, mais, la CEDEAO, on a vu maintenant que la CEDEAO, depuis le départ, ne s'est vraiment pas préoccupée des questions qui vraiment causent les problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais le Nigeria, et c'est là aussi le deuxième niveau de faute, c'est le Nigeria. Comment? Vous savez, le Nigeria est une puissance. Le Nigeria est une puissance. Mais elle n'a jamais assumé son rôle de puissance. Voyez, comment elle devait assumer ce rôle-là, selon vous? Écoutez, aucune puissance n'accepte que des choses du genre que nous voyons maintenant. Regardez le Bénin est attaqué par le Niger, le Bénin est attaqué par le Burkina, le Bénin ou bien le Burkina, ou bien dans le sens inverse. Je sais pas si vous voyez, mais dans l'environnement d'une puissance qui ne dit rien et qui se décharge sur un jeune qu'on vient d'élire et qui ne comprend même rien encore en ce moment-là à la diplomatie du monde actuellement, qui se décharge sur Faye connaît quoi à la diplomatie aujourd'hui? Pourquoi on se décharge sur Faye? Lui il est à la tête, je veux dire, Tinubu est à la tête d'une puissance. Et croise les bras, le Bénin s'affronte avec le Niger, le Bénin s'affronte avec le Burkina, et croise les bras, il regarde ça, et dans son environnement, c'est catastrophique, le Nigeria, ce que le Nigeria fait, c'est catastrophique. Vous verrez ça sur aucun continent au monde où une puissance se trouve dans une région, et autour d'elle se passent des choses, et elle est là, elle est observatrice, et elle-même dirige la CEDEAO. Alors, dites-nous, Julien Kiti, vous suivez tout à l'heure le sévère réquisitoire de Paul Maïroissou à l'endroit du Nigeria, qui est une puissance qui reste muette face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous partagez toutes les analyses qu'il a eu à faire à l'instant? Non, mais je partage son analyse du point de vue de la géopolitique et de la géostratégie. Quand vous regardez la Russie, par exemple, la Russie ne tolère pas dans son environnement que des choses se passent. Elle n'attend pas que ça vienne à elle. Vous regardez le comportement des États-Unis, ça fluctue même. C'est-à-dire on se positionne sur une tendance et on suit même la tendance sur laquelle on s'est positionné. On dit où sont les rapports de force, mais on ne reste pas inactif. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que le Nigeria, une puissance qui ne réagit pas dans le bon timing, lorsque des situations préoccupantes se déroulent autour d'elle, s'affaiblit. Elle-même d'abord. Le Nigeria, vous voyez les crises qui sont produites, les soubresauts que la CEDEAO a connus ces dernières années, sont allés jusqu'à permettre de voir, d'apercevoir ou de percevoir la difficulté du Nigeria de continuer à être le géant de l'Est, du point de vue militaire seulement. Parce que quand vous faites le recoupement des informations, au moment où la CEDEAO menaçait de frapper, d'utiliser l'ultime moyen de la force militaire pour aller déloger les putschistes au Niger, mais les informations qu'on a glanées par rapport à la posture de l'armée nigériane n'étaient pas de nature à dire mais nous pouvons frapper. Parce que les puissances dans les régions ont quel comportement? Le temps que ça met qu'une force régionale se mette en place pour aller menacer, faire la guerre psychologique, si possible, aller passer à l'opérationnel, c'est qu'il y a la puissance de la région qui est capable, elle seule, de déployer une puissance de feu d'abord. Déjà, quand vous sortez les chiffres, les statistiques, les spécialistes vous disent on doit pouvoir dire le Nigeria est capable de faire 3 quarts de nombre d'hommes qu'il faut pour aller régler cette question. En termes d'équipement aussi. Alors, ça a permis à des gens d'enquêter sur l'état actuel en ce moment de l'armée nigériane. Ce n'était pas si reluisant que ça. Et les fronts internes au Nigeria étaient tels que la position de l'armée nigériane à peine voilée
était qu'il fallait pas s'engager dans la voie militaire contre le Niger. Et à cela s'est ajouté le lobby que les confessions religieuses, les groupes ethnico-religieux, Haoussa et autres, qui ont des frères sur toute la bande sahélienne, c'est-à-dire que le Haoussa du Nigeria ne vous donne pas le sentiment que le Haoussa du Niger est différent de lui. Et ça a été avéré que Tinubu, dans des rencontres avec ces chefs traditionnels-là, a presque promis de ne plus menacer. Il se fait qu'entre-temps, restant fidèle à deux principes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Un, au respect de la décision communautaire. Le président béninois dit, le langage que je tiens, c'est ce que j'ai compris, que je tiens, puisque l'organisation a dit langage de fermeté, si on me désigne pour parler, je tiens le langage de fermeté. Après, on ne fera plus le débat de tous ceux qui ont dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Mais deuxième principe, s'il vous plaît. Au début de son accession au pouvoir, quand il est venu au pouvoir, le président Patrice Talon avait eu un discours extrêmement décapant, un discours presque révolutionnaire par rapport à ses pairs concernant la question de sécurité dans la sous-région. Il a été clair, il s'est fâché dans des rencontres, dans des rencontres entre chefs d'État où il a dit, ça a été diffusé, que ce n'est pas normal que des voisins au Bénin continuent d'être dans la passivité, comme si on ne devrait pas se donner la main pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et ça a renforcé des initiatives entre le Burkina et le Bénin, et y compris avec les autres. Et maintenant, le cadre de la CEDEAO était le cadre idéal. Maintenant, si la CEDEAO elle-même s'est montrée fragilisée, et lorsque le président nigérian prenait la tête de la CEDEAO, ça coïncidait avec son accession au pouvoir au Nigeria. Mais on s'est dit que pour quelqu'un de son rang, Tinubu, c'est quand même le monsieur qui a été faiseur de roi pendant longtemps au Nigeria. Donc, il connaît la politique. On s'est dit que c'est quelqu'un né avec les dents, donc il connaît les systèmes. Et quand il a fait son discours, quand il prenait la tête de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, il a dit que c'est une priorité pour lui de prévenir et d'arrêter toute velléité de coup d'État et de remise en cause du système démocratique dans la sous-région. Et donc, la situation au Niger est venue comme un test grandeur nature. Et après, on s'est rendu compte que le Bénin a été exposé. Et donc, moi, je continue de dire, le président béninois n'a pas eu tort de parler, mais pour moi, la posture du président béninois, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, tout ça a évolué. Et qu'on le veuille ou pas, en tant que citoyen béninois, il saute à l'œil. Et malheureusement, ils sont en train de donner, en partie, raison à Paul-Marie. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Mais il semble être d'accord, je semble être d'accord avec lui que le Bénin a été comme isolé. La CEDEAO ne veut plus rien lui faire. Et je me demande au niveau du palais présidentiel fédéral au Nigeria, comment on décrypte les propos de Ibrahim Traoré contre le Bénin et son président aujourd'hui, les propos, les passes d'armes entre Cotonou et Niamey, et ça ne dit rien. Et on apprend même dans les coulisses, soyons libres pour en parler. Et même la question du pétrole qui a opposé le Bénin, le Nigeria, il y a eu des spécialistes que moi j'ai eu la faiblesse de croire qui sont allés jusqu'à dire, bon, en fait, le Nigeria n'a pas autant intérêt à venir défendre le Bénin sur ça. Si ça pouvait passer par là, je me suis fait dire même que le Nigeria a tenté d'insister pour que ça passe par là. Donc bref, c'est pour vous dire une chose. Là où on est aujourd'hui, moi je continue de dire, le président, le capitaine Ibrahim Traoré a dit quelque chose de trop. Même s'il n'a pas parlé que du Bénin. Aujourd'hui, là, le discours qu'il a prononcé, là, on les taxe, ces militaires qui ont pris le pouvoir d'être un peu populistes. Et j'ai vu l'assistance devant laquelle il a fait ce discours aussi. Est-ce que ce n'est pas le petit trop-plein qu'on avait observé chez Thomas Sankara? Moi, j'ai eu la chance, et ça, j'estime que c'est une chance pour moi, de lire pratiquement, je ne vais pas être prétentieux, de lire pratiquement tout ce qui a été écrit sur Thomas Sankara dans son parcours et ses rapports avec son alter ego qui est devenu après celui qui l'a éliminé. Et quand de grands chercheurs ont travaillé sur, après avoir célébré le héros qu'il a été, la pertinence de son discours, surtout sur l'appel à la force interne à l'Afrique
pour que nous puissions produire ce que nous voulons consommer ce que nous produisons, Oui, et dire la vérité oui. aux dirigeants du monde qui ne font pas du bien à l'Afrique en ne faisant que la promotion des armes au lieu de faire la promotion de la paix. Oui, c'est mais ils sont allés quand même, ils ont eu le courage intellectuel de faire dire, observer, oui. il y avait des discours qui manquaient de tact. Il y avait certains discours qui manquaient d'un minimum de stratégie diplomatique. Mais alors, quand je suis en train de voir ces relents-là un peu chez le capitaine Traoré, alors, parce que, une fois encore, le discours programme dont vous parlez, vous faites bien de dire que son discours était le discours programme. Pour le discours programme, pour moi, il n'avait pas besoin, dans ce contexte-là, de venir, comme s'il est encore dans les émotions, indexer le Bénin, normalement, le président béninois, la Côte d'Ivoire. Non, on sait que ils ont continué à dire, avec le soutien de la France, il y a des relais de l'impérialisme, du néocolonialisme en Afrique. On sait ça, mais qu'ils puissent parler aux populations burkinabè pour leur dire la souffrance dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, les étreintes que vous vivez aujourd'hui, c'est pour que demain, définitivement, nous soyons à l'aise. Et aucun peuple ne s'est développé sans souffrir de cette façon-là. Alors, et il est suffisamment brave pour faire ça. Donc, quelles sont les implications au plan diplomatique de cette déclaration-là pour le Bénin? Oui, mais les implications, pour répondre à ça, avant de revenir un peu à ce que Kitty a dit, moi, je crois que les implications, c'est que maintenant les uns et les autres ont conscience de ce que j'ai commencé à dire depuis que le Mali... Attendez. Oui. Depuis que le Mali il y a un coup d'État au Mali et que le Mali s'est engagé dans cette voie avec 3 principes: le respect de la souveraineté du Mali, le respect de l'intérêt du Mali et les 3 principes de diplomatie. Depuis qu'ils ont commencé ce discours, moi j'ai dit, écoutez, il y a un phénomène qui commence, rappelez-vous, il y a un phénomène qui commence et ce phénomène, nous devons le regarder avec un œil chose là. Donc, implication diplomatique, c'est que aujourd'hui, l'AES est en conflit ouvert avec la CEDEAO. C'est ça l'erreur. Non, mais... C'est une erreur. Non, ce n'est pas une erreur. L'AES doit pouvoir regarder son destin devant et progresser. Mais le fait de se poser... Moi, j'ai trouvé... Excusez-moi, vous pourriez toujours régler le temps d'antenne après. C'est difficile avec vous, hein. Non, mais excusez-moi de le dire, je vais l'oublier. Le fait même de vouloir, dans la gestion du timing, vouloir faire le sommet 24 heures avant le sommet de la CEDEAO qui était déjà programmé, le fait d'être sur la défensive tout le temps. Aujourd'hui, je suis à la place de ceux qui ont créé l'AES sans fermer la porte au retour à la maison, mais sans que ce ne soit la CEDEAO telle qu'on la voit là, peut-être une nouvelle version, ou ça peut s'appeler autrement, si on en arrivait à sa dissolution par exemple, ou bien à des réformes à l'interne. Mais je dis, on va foncer sur les programmes. Ils ont plein de choses à faire. Mais le fait de rester là, dit la CEDEAO, il faut l'affronter, ils vont perdre du temps parce que les 3 pays là ont des défis à relever. Et ils ne pourront jamais, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani et puis Ibrahim Traoré, ils ne pourront jamais convaincre quelqu'un de sensé sur l'aspect concernant l'illégalité des prises de pouvoir par les armes. Vous comprenez? Ils vont tout dire. Le peuple étant fatigué de tel ou tel va dire, ok, vous avez bien fait d'être là. Mais le piège, c'est que s'il passe le temps à dire, donc il faut célébrer les coups d'État, et que M. Ouessou ne pense pas que quelqu'un était contre lui pour ce qu'il disait. Mais sur l'aspect sur lequel je n'étais pas d'accord avec lui, et que je ne serai jamais d'accord avec lui, c'est qu'ils ne prennent pas la précaution de condamner le fait de prendre les pouvoirs par les armes. Autant laisser le peuple dire, nous prenons le pouvoir à celui qui est là, parce que c'est le peuple qui est souverain. Pas les armes, les militaires n'ont jamais eu les mêmes intérêts, et les mêmes ambitions, et les mêmes besoins, les mêmes aspirations que le peuple qui veut qu'il y ait plus de liberté. La preuve, ils sont là en train de brimer toutes les libertés maintenant. On ne sait pas au bout de 5 ans s'ils vont pouvoir revenir à un système démocratique, fut-il à l'africaine.
Oui, bon quand j'écoute Gilles Léon Kriti, ça. Moi, j'arrive pas à savoir ce qu'il fait rire. Bon, non, ça me fait rire parce que moi, je reviens de Burkina Faso. Oui. Je suis revenu le mardi nuit, c'est-à-dire mercredi matin à 1h du matin. Je suis descendu ici. Je suis allé au Burkina le 2. Le 2. Le 2, ok. Mais le discours que vous tenez là, à l'intérieur, c'est extraordinaire. Les gens ne comprennent pas du tout ce discours que vous tenez. Parce que ce que les gens vivent à l'intérieur, c'est autre chose. Oui. Vous avez vu au Niger comment les populations sont sorties pour accueillir? Non. Maintenant, si vous me dites... Paul Maïressou. Non, attendez, ne m'interrompez pas parce que vous m'avez interrompu. Non, manipuler quoi? Manipuler quoi? Cette foule qu'on a vue là, c'est manipulé? Oh non, ne me dites pas ça. Alors, on va progresser dans parce que... Il y a eu un appel du président, Tiani, qui a dit il y aura un sommet, que les Nigériens sortent massivement pour soutenir ça. Mais si vous dites que ça a été manipulé, moi je ne comprends plus. Alors, les implications. Attendez. Oui. Si vous ne me laissez pas parler, parfois vous voyez ça dévie de ce qu'on veut dire, parce qu'il a dit beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas, qui n'ont pas une racine. Quand vous allez au Burkina Faso et vous parlez comme ça, vous êtes comme en l'air, quoi. Non, pas du tout. Écoutez, Thomas Sankara, vas-y. Il s'appelait Thomas Sankara. Oui. Ça, c'est le livre. Je l'ai lu. Vous l'avez lu. Je l'ai lu. Si vous avez lu ce livre, si vous avez lu ce livre, oui, vous comprenez déjà un certain nombre de choses. Ok? Que oui, et on peut, vous pouvez rester ici, quoi, et dire Thomas Sankara c'est un dictateur. Thomas Sankara c'est celui-ci. Ce que je n'ai pas dit. Non. Ce que je n'ai jamais dit. Allez-y. Thomas Sankara c'est un dictateur. Thomas Sankara c'est ceci. Oui. Moi j'ai décidé d'aller faire cette recherche. C'est une recherche qui m'a amené là-bas. La recherche c'est Thomas Sankara. Et c'est bon. Je fais des trucs qui vont bientôt quand même, par la grâce de Dieu, vont paraître et nous permettre de comprendre un peu mieux le phénomène. Parce qu'il faut comprendre le phénomène. Quand quelque chose arrive et que vous vous attaquez aux hommes et que vous laissez le phénomène, vous n'avez pas réglé le problème. Parce que le problème, ce à quoi on s'est attaqué le 15 octobre 1987 exactement, on s'est attaqué à la personne de Thomas Sankara et si vous l'avez lu le livre, quelqu'un est venu même dire si. Oui, allez-y. On va pas focaliser les attentions sur Thomas Sankara, on doit... Non, mais vous voyez, on fait souvent des analyses qui sont en l'air là. Ils sont mauvais, l'AES est mauvais, l'AES est ceci. Personne n'a dit ça sur ce plateau. Non. Et le livre que vous citez, quand vous dites même qu'on s'est attaqué à la personne de Thomas Sankara, quand vous aurez fini de diriger en erreur pour ceux qui se sont attaqués à lui, le fait de s'attaquer à sa personne, vous devez dans votre démarche de recherche reconnaître que Thomas Sankara à lui seul incarnait également tout le système que ceux qui ne voulaient pas de ça voulaient combattre. Thomas Sankara était toute une idéologie, c'était toute une dynamique, et lui, sa présence, on savait si on rentre dans ce débat, vous allez comprendre que ceux qui l'ont éliminé ont estimé que s'ils l'éliminaient, la déclaration du capitaine Traoré. Oui, bon, je ne sais pas, c'est vous qui ouvrez ce débat. Non, mais c'est vous qui avez lu ce débat se poursuit en dehors du studio, pour qu'on puisse progresser. Vous avez sorti le livre, faites-moi le plusieurs fois, plaisir. on dit si je l'ai lu, je vous ai dit, je l'ai lu. Non, je n'ai pas demandé si vous l'avez lu, vous avez dit que vous avez lu. Vous avez déjà dit que vous avez lu. C'est après ça, si je l'ai lu vraiment. Alors, Jelka, merci. Attendez. Oui. Moi, je crois que Gilles Kriti doit laisser le raisonnement aller jusqu'au bout parce que sa politique, c'est d'étouffer le raisonnement. C'est vous qui ouvrez des fenêtres. C'est vous qui ouvrez beaucoup de fenêtres. Non, j'ai pas ouvert les fenêtres. La fenêtre Sankara, c'est vous qui l'avez ouvert. Moi, je n'ai pas dit que jusqu'à ce que vous n'étiez pas obligé. On peut fermer la fenêtre. On peut fermer la fenêtre Sankara pour progresser. Était un phénomène. Alors, de façon sommaire. Oui, était un phénomène. Allez-y, oui. Sankara était un phénomène. Sankara était un phénomène. L'individu, Thomas Sankara, était simplement l'incarnation de ce phénomène. Et on a dit qu'on a étouffé ça 27 ans après, ça émerge encore. Attends, ça émerge à travers à travers le capitaine Traoré, mais tout le discours qu'il a, vous le sentez. Et il ne s'empêche pas de faire référence au père de la Révolution.
Vous comprenez? Il y a un phénomène. Alors, le discours, il y a un phénomène au Burkina Faso. Le discours aujourd'hui en débat est rangé dans quel registre? Non, attendez. À partir de cet instant, à partir du moment où vous avez compris que c'est un phénomène, et un phénomène d'un peuple qui veut quelque chose, et qui a été étouffé pendant 27 ans par rapport à cette chose, et qui n'a pas eu ça, et qui voit que ce qu'on a produit comme société sur 27 ans, après avoir étouffé ce phénomène qui était en cours, que ce qu'on a produit ne valait rien. Donc vous, quand vous avez vécu ça de l'intérieur, vous pouvez pas parler comme nous qui n'avons pas vécu ça de l'intérieur. Vous comprenez? Et c'est ce que moi je veux qu'on comprenne. Oui. Le discours que vous dites aujourd'hui, qui est anti-impérialiste, anti-ceci, est né de quelque part, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et donc, alors, il faut faire attention. Et en dehors des discours, dans les actes. Oui, mais en dehors des discours, à partir du moment où vous comprenez que, en fait, les gens sont dans un état d'esprit. Et que cet état d'esprit-là, ils défendent ça. Vous parlez, vous accusez le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a environ 4 ou 5 coups d'État. 4 ou 5 coups d'État. Vous m'avez pas dit tentative. Que je l'accuse. Tentative. C'est ce qui me dérange. Vous ne m'avez pas dit de quoi je l'accuse. Non, vous avez dit. Oui, 5 coups d'État. Allez-y, progressez. Vous avez dit que comment on l'appelle, le capitaine Ibrahim Traoré ne devrait pas dire ce qu'il a dit. Il a eu environ 5 tentatives. Il a eu environ 5 tentatives de coup d'État. Et les tentatives de coup d'État viennent de là où nous tous nous savons. Mais il est venu de coup d'État, à travers un coup d'État aussi lui-même. Pardon? Il est venu par coup d'État, par un coup d'État lui-même. Mais écoutez, que vous veniez par coup d'État, et le général Tiani n'est pas venu par coup d'État. Mais tentez à lui faire coup d'État, vous allez voir ce qui va arriver. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes peut-être dans son équipe. Est-ce que pour vous, Paul Maïrossou, excusez-moi. Est-ce que dans ce cycle dans lequel moi je ne suis pas là, suis pas là pour juger que c'est bon de venir par coup d'État, c'est mauvais de ne pas venir par coup d'État. Si nous voulons rentrer dans ce débat, j'ai déjà fait le débat plusieurs fois, je vous ai dit. Là, on se comprend. Vous êtes dans la promotion des coups d'État, moi je ne suis pas là. Mais sur le discours de Ibrahim Traoré. Non, mais écoutez, écoutez, moi vous voyez, regardez ce qu'il sort. Je suis dans la promotion du coup d'État. C'est ce que quelqu'un a fait. Vous n'allez pas le répondre. Attendez. Oui, j'attends. Il faut pas que je parle en français. Chaque fois Kitty vous relance et... Non, mais vous savez, si je devrais juste réagir et puis continuer, mon raisonnement va aller au bout, vous allez comprendre. Mais vous voyez, ça devient... Parfois, faut oublier Kitty sur le plateau. C'est complexe. C'est ce qu'on a dit ici pour fermer une radio, une télévision radio, un groupe de presse depuis un certain temps, promotion de coup d'État. C'est une fausse histoire, ces histoires-là. Personne ne promeut le coup d'État. Personne. Nous avons tous marché ici. Moi, j'ai marché ici, au Bénin, pour défendre la démocratie. Nous avons marché ici. Nous étudiants, on a marché quand Soglo était au pouvoir ici et que Soglo prenait des décisions qui n'allaient pas dans notre direction. On a marché pour défendre la démocratie. Donc personne ne peut nous faire la leçon de la démocratie. Sauf que les conditions dans lesquelles, l'idéal que nous poursuivons, et c'est ça l'idéal que le peuple burkinabé poursuivait depuis dans sa révolution qui n'a pas été atteinte. Donc l'idéal que nous poursuivons, ce n'est pas atteint, et certains ont fait maintenant du système leur propriété et font du n'importe quoi avec le système. Vous voulez que les peuples s'asseyent et regardent ces gens-là donc pavaner tout le temps. Je crois, si on ne veut pas de coup d'État, on laisse les systèmes fonctionner normalement et chaque côté, chaque paroisse qui a une certaine vision de la société s'exprime dans l'arène et fait de sorte que tout le monde soit inclus dans l'arène et ça fait Julien Kuti, non, Julien Kuti est intervenu tellement dans mon vous lui avez permis, vous l'avez non, je ne l'ai pas permis, Vous avez longuement échangé autour de Thomas Sankara. Non, écoutez, c'est très important parce que si vous ne comprenez pas le phénomène, vous voyez un magma émerger à la surface. Vous êtes conscient de cette constante de temps que nous avons aujourd'hui? Oui. Vous êtes conscient de la constante de temps que nous avons aujourd'hui? Mais je suis conscient de ça, mais si vous me laissez faire, mon développement, normalement, ça ne prendrait pas 1, 2, 3, 4, 5 minutes. C'est pas moi. Mais c'est quand vous intervenez, mais ça fait qu'on doit... le peu de temps qui reste, mais ce qui est important à comprendre, lorsqu'un magma émerge à la surface, c'est qu'il y a des choses en bas qui ont été cuisinées pendant longtemps pour que vous voyez le magma émerger. Et donc, vous n'analysez pas les choses à la surface. Vous allez en bas pour voir qu'est-ce qui se passe en bas. Et quand vous prenez ça, vous allez comprendre
pourquoi les peuples du Sahel, parce que comme je le dis, le discours que nous on a, nous les gens de la côte, ils disent les gens de la côte là, mais le discours que nous on a est complètement déphasage par rapport à leur perception du monde. Et la perception du monde compte beaucoup. Et c'est pourquoi il a dessiné la pyramide là, le triangle où en haut il y a ceci, en bas il y a ceci, en bas il y a cela. Et ça, quand vous ne comprenez pas ça et que vous allez prendre le côté de ceux qui sont les ennemis, donc de leur élan, eh bien, vous souffrez aussi qu'ils réagissent et qu'ils vous disent que vous n'êtes pas dans l'ordre. Alors, Julien Kiti, dans l'ordre qui est le leur. On s'interroge sur les implications diplomatiques de cette déclaration-là du capitaine Ibrahim Traoré. Est-ce que le Bénin sera dans les prochains jours actif sur notre front avec le Burkina Faso, ou il s'agit juste de simples déclarations et qui n'auront pas véritablement de répercussions au plan diplomatique et au plan de la coopération? Non, je peux vous dire une chose, hein, sans être membre du gouvernement du Bénin, sans être le président de la République, sans être son porte-parole, je peux vous dire... Le porte-parole oui, a réagi. A réagi. Et je peux vous dire que probablement que ça n'ira pas au-delà de ça. Probablement. Parce que le Bénin ne gagne rien à rentrer dans ce jeu-là. Parce que ça ressemble à tout le moins, même si, je ne sais pas, le capitaine Ibrahim Traoré n'en avait pas eu l'intention, ça ressemble à une recherche effrénée de deux choses. Rechercher des boucs émissaires, parce qu'on est en train de souffrir dans sa chair. D'accord? Pour justifier. Mais il a dit... Attendez, rechercher des boucs émissaires. Deuxième chose... Ouais, ce qu'il dit là, rechercher des boucs émissaires, est-ce qu'il n'y a pas de substance à ce qu'il dit? Mais il y a de substance à ce qu'il dit. Donc on ne peut pas faire abstraction de la substance. Non, ce qui est détestable dans votre manque d'effort de comprendre ce que je reproche à la démarche du capitaine Ibrahim. Oui, il y a un manque d'effort pour me comprendre. Je n'attaque pas le capitaine Ibrahim Traoré. J'estime que il a choisi un mauvais timing. C'est mon droit de le voir. Parce qu'il y a de la matière sur l'après-premier sommet AES. Et il est l'un des piliers. Il est le plus jeune et je le vois même plus dynamique que les autres. Pour moi, quand je regarde ça de l'œil du communicant politique, je dis il y a un problème. D'accord? Ça peut arriver à tous les grands du monde. Deuxième chose, je dis dans le contexte où eux-mêmes ils ont dit la tête de Tiani ne parle pas à haute voix sans avoir cogné la tête de Assimi Goïta, sans avoir cogné Traoré, que Tiani puisse montrer de l'ouverture pour discussion au niveau de l'axe Cotonou-Niamey. Et que vous avez observé au niveau du gouvernement béninois, on parle le moins possible maintenant. Et les négociations, vous avez également demandé ça, à juste titre, que Traoré vienne dire ça, même si c'est pour d'autres intentions, et que dans l'absolu, vous devez reconnaître que ça jette de l'huile sur le feu ou ça tend vers cela. Je dis, il y a un problème. Ils ont besoin de montrer de la cohésion, de la lisibilité dans leur démarche d'ensemble. Le président Assimi Goïta a dit dans son discours à Niamey, il a dit on ne dira plus les populations de chacun de ces trois pays, on dira les populations ou les peuples de l'AES. Ça veut dire qu'il se concerte sur ce discours de Ibrahim Traoré ne peut pas se faire sans un minimum de concertation avec les autres. Parce que le challenge, c'est de rechercher aujourd'hui, de renforcer la légitimité qu'ils ont. Ils sont trois au sein de la CEDEAO. Ils sont plus que ça. Mais tout le monde est unanime pour reconnaître que la CEDEAO, sur la durée, s'est affaiblie. Donc, ils ont besoin de construire leur leadership. Pour moi, c'est un front, pour le moment, en ce moment précis, mal placé. Mais quand vous rentrez dans le fond de ce que vivent les Burkinabés, et qui peuvent... Mais quand on rentre dans un village, on extermine les gens. Vous pensez que moi, je ne suis pas conscient de ce que, quand je parle à Cotonou, celui qui est dans ce village et qui a pu s'échapper ne peut pas penser de la même manière que moi? Non, je ne suis pas à ce niveau de méconnaissance, de niveau de perception par rapport à ce que chacun vit. Mais vous savez, au Bénin, aujourd'hui, vous avez des peuples, des populations du Burkina Faso qui ont fui également les actions de ces djihadistes-là pour rentrer dans le Bénin. Le Bénin les a accueillis. Le Bénin n'a pas intérêt à avoir de problème avec le Burkina. Le Burkina aussi, même sous Traoré, imbibé, dopé de toute la théorie, de toute la relève, le témoin qu'il prend de l'histoire de Sankara, qui, une fois encore, nous connaissons nous tous,
il ne devrait pas perdre de vue que allumer le feu, la polémique, je ne parle même pas de feu, une polémique inutile avec le Bénin aujourd'hui ne lui apportera rien de significatif. Il peut continuer à dire, il n'est pas d'accord avec le Bénin parce que lui, son pays est contre la démarche de la France et que le Bénin semble être ami de la France de son point de vue et continuer à dire aux autorités béninoises, certes nous voulons lutter ensemble contre le terrorisme, mais nous souhaitons que vous soyez moins dans ce qu'eux ils appellent copinage avec la France. Merci de la même vous, manière, est-ce que le général Tiani a demandé, avant d'accepter qu'il y ait discussion entre le Bénin et le Niger, a demandé que le Bénin, l'ambassade de France au Bénin soit fermée, que le Bénin ne parle plus avec la France? Non. Mais il connaît ses intérêts à lui, de son pays. Donc c'est de la même manière que le capitaine Traoré peut poser ses intérêts. Qu'il lance les flics à Alassane Ouattara aujourd'hui, à Patrice Talon. Honnêtement, il n'en a pas besoin pour continuer sur le front qui est le sien et continuer, et que Dieu l'aide. Ça, c'est mon souhait. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un coup d'État qui renverse Traoré. Parce que si ça arrive, c'est un recommencement qui va se faire. Merci à vous, Julien Kiti. Et puis, ce que vous avez oublié de dire, non, ce que M. Paul-Marie Wessou, docteur Paul-Marie Wessou a oublié de dire, lorsqu'il a parlé des 27 ans, c'est les 27 ans fait par Compaoré. Mais depuis que Compaoré a été renversé, il vous le disait tout à l'heure, les militaires, pour les mêmes causes, ont pris le pouvoir. Il y a eu plusieurs coups d'État. Et entre eux, ils ne se sont pas entendus. Aujourd'hui, c'est comme s'il faut un certain nombre de coups d'État pour que le phénomène Traoré, qui est comparé et Sankara, renaisse. Mais au Mali, c'est la même chose. Avec Sanogo, il y a eu des coups d'État pour que Assimi Goïta prenne. Bon, je ne souhaite pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets au Niger, parce que multiplier les coups d'État ne nous permettrait pas d'avancer. Mais moi, personnellement, contrairement à vous, je ne suis pas prêt à garder un silence que je traite de coupable face à la prise de pouvoir pour quelque raison que ce soit, pas les armes. Vous avez dit que ce soit pas les armes ou pas, que c'est pas votre préoccupation. Il faut aller dans le fond des dossiers. Chacun prend un pan de la problématique qui se pose à nous pour que dans l'histoire, nous puissions avoir Paul-Marie Wessou. Bon, je peux dire... l'espoir aujourd'hui... Je peux dire, moi j'ai déjà dit... L'espoir aujourd'hui est-il fondé, l'espoir aujourd'hui est-il fondé sur la réussite de cette commission tripartite-là qui a été mise en place pour quand même... Vous voyez, la question relève exactement l'erreur qu'il commet. Ça relève exactement l'erreur qu'il commet. Le problème entre le Niger et le Bénin n'est pas le problème entre le Burkina et le Bénin. Le Niger, le Burkina n'a pas signé d'accord de pipeline qui passe par le Bénin avec avec le Bénin, que je sache. Donc, il faut dissocier les problèmes pour bien les résoudre. Attendez, non, je vous ai laissé parler. Maintenant, laissez-moi parler vraiment pour que moi aussi mon discours soit clair aux uns aux autres. Je vous ai laissé parler pour que votre discours soit clair. Mais donc laissez-moi parler. Non, écoutez, laissez-moi parler. Sinon, l'heure, on vient jusqu'au bout de l'heure et vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez faire à l'heure. Mais voilà ce que je vous dis. Non, voilà ce que je vous dis. Voilà ce que je vous dis. Ce qui est important à retenir, moi, je suis maintenant content de la réaction du pouvoir, du régime béninois. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui a été tout de suite, tac, ils ont dit ça, j'ai dit ça. Vous savez ce qui s'est passé depuis que le Niger, vous savez que depuis qu'on a dit qu'on va attaquer le Niger, 2 pays se sont illustrés. Finalement, dans cela, 3 pays. Avec Ambao, qu'on n'entend même plus du tout aujourd'hui. Le président Ambao de Guinée, je ne sais pas, Bissau, qu'on n'entend même plus du tout aujourd'hui. Ce sont les va-t-en-guerre, ça. Mais quand le feu brûle maintenant chez au Bénin, on n'entend plus ces gens-là. Vous voyez à peu près. Donc, ce qui est important à retenir pour moi, c'est que dès le début de la crise, sans même qu'on ne parle de pipeline et de quoi que ce soit, le Niger a commencé à parler de la sécurité. Et le Niger a réitéré sécurité. Le Niger a même dit, on a débarqué sur nos côtes. Les communiqués sont là. Communiqué numéro 2 du gouvernement du Niger. Et on a dit ça un certain nombre de fois avant même que le président Talon ne dise,
il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour se retirer. Il y a avant même ça. Mais aujourd'hui, le Bénin n'a jamais réagi par rapport à ça. Et quand le phénomène est devenu plus pressant maintenant, le Bénin est resté dans le déniement et n'a jamais pris langue directement pour que ce problème soit résolu. Maintenant, c'est devenu le vrai problème. Non, c'est pas vrai. Et le gouvernement béninois a mettre prise qu'il est prêt à ce que des délégations du régime nigérien viennent au Bénin. Ça c'est récent, ça c'est récent. Vous dites Ça, que c'est- le si Bénin vous n'a avez jamais suivi la- réagi. Ça l'a si- toujours été si dit. vous avez Vous suivi avez la- dit le Bénin n'a vous avez jamais vu- réagi. alors, Interrompez. alors, Laissez-moi aller. C'est un débat. Je peux dire C'est ça pas et un vous allez exposé que corriger chacun après. fait. Non, mais on n'a plus le temps. Non, Alors, ben, si c'est débat, je vous laisse vous exprimer pour qu'on comprenne exactement ce que vous voulez. Alors, donc laissez-moi Paul m'exprimer. Marius, Alors, donc, est-ce que vous avez espoir? Donc attendez. Est-ce que vous avez espoir Que aujourd'hui? le Niger ait dit ça pendant longtemps avant que le gouvernement béninois n'ouvre les yeux sur ça, c'était un problème. Et je dis, j'apprécie maintenant la réaction du gouvernement nigérien et du gouvernement béninois. Et j'espère, s'il n'y a pas de base au Bénin, que le gouvernement béninois va prendre tout de suite langue avec Ibrahim Traoré et que les deux nations discutent par rapport à la sécurité. Parce que quoi? Parce que la question de sécurité, tant qu'elle n'est pas résolue et que l'un pense que c'est l'autre qui est son problème de sécurité, il y aura toujours la guerre entre les deux nations. Donc, il est important que, pour qu'il y ait qu'on dise impact sur la diplomatie, l'impact vient du fait que chacun prenne le sérieux, la chose du bout, où c'est sérieux, et chacun discute avec l'autre pour que les deux parties s'entendent. Moi, je ne suis pas, comme il est dit, je suis pas un apologiste de coups d'État. Je condamne autant les coups d'État militaires que les coups d'État institutionnels. Merci Rappelez-vous que les coups d'État Paul institutionnels, Marius. c'est les, non, mais écoutez, écoutez, les coups d'État institutionnels sont les éléments qui ont fait le lit au coup d'État militaire. Merci et à donc, vous, ne Paul condamnez Marius. pas l'un et Merci laissez à l'autre. vous. C'est ça le Léon problème. Voilà. Kiti, Avant, vous avez je dit rappelle ça que vous- Julien ça Kiti vous laisse est indifférent. Non, j'ai pas dit que ça me lève, c'est analyste différent. J'ai dit politique. qu'il faut Merci discuter. à, Il faut Paul discuter Marius, cela, qui voilà. est analyste politique, théoricien de la gouvernance d'État. Merci à tout un chacun, chers amis internautes. C'était à l'instant Info Hebdo de ce samedi. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec Billy Gaël. On reçoit pour vous le président du FONAC, à la personne de Jean-Baptiste Elias. On échangera autour de la lutte contre la corruption au Bénin.